Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Pierre Jouvet. Bonjour Pierre Jouvet, vous êtes maire de Saint-Vallier dans la Drôme et porte-parole du PS. François Monboise, président de la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Et Jean-Noël Barrot, député MoDem des Yvelines. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. On va évidemment parler du Covid. On avait réussi à échapper au sujet pendant quelques semaines. On parlait politique. On va en parler également. Faut-il transformer le pass sanitaire en pass vaccinal? C'est ce que prévoit de faire le gouvernement. On va parler également d'un pass sanitaire en entreprise. On va parler un petit peu politique aussi avec les choix qui sont faits par Emmanuel Macron, avec la France qui est un petit peu à part dans ses décisions, alors que de nombreux pays prennent des mesures assez drastiques comme les Pays-Bas ou même l'Allemagne. Et puis Christiane Taubira, on a un petit peu parlé elle a fait sa déclaration pendant l'émission vendredi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle n'a pas attendu qu'on ait fini. Donc on va revenir sur la non-annonce d'une certaine manière de Christiane Taubira. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Sophie, on va commencer avec vous. Vous en prenez encore à ces pauvres Miss France. Cette pauvre Miss France, non, déjà Miss France, c'est quelque chose de formidable. Ça va devenir légendaire. Il résistait au wokisme, parce qu'en principe, les féministes et le wokisme devraient interdire qu'on juge une femme sur leur apparence physique, leur mensuration et leur capacité à marcher sur des talons en 2 pièces. Mais après tout, c'est sympathique, les Français aiment ça. Mais là, je suis tombée du placard quand j'ai appris que le comité Miss France allait accepter les transgenres. Alors, Miss Transgenre, je dois dire que là, je suis un peu au bout de mon raisonnement, parce que c'est pas que j'ai quelque chose contre les transgenres, loin de là. Mais enfin, on marche sur la tête. C'est le bon sens qui est absent de tout. On va faire quoi? Puis les Jeux Olympiques des transgenres aussi. Ça ne veut rien dire. C'est non significatif et je crois que c'est très important parce que ça prouve le glissement de la culpabilité. Je culpabilise, il y a des Miss, elles sont jolies, ce sont des femmes, il n'y a pas de raison, il y a des hommes qui voulaient être des femmes et qui ont changé de sexe, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas Miss. Voilà, c'est tout, c'est même pas une critique, je suis effondrée, c'est le bon sens qui fout le camp. C'est l'évolution, c'est ce que dit Alexia Laroche-Joubert. Elle veut autoriser la chirurgie esthétique, elle veut autoriser un certain nombre de choses, mais vous pensez, vous, que c'est le politiquement correct qui est dans le... en plus, chirurgie esthétique, si elle a eu les oreilles décollées à l'âge de 6 ans, il y aura un procès parce qu'elle aura eu de la chirurgie esthétique. Il y aura une petite fille à qui on aura recollé les oreilles à 6 ans. Enfin, bon. Je pense que cette espèce de vertige de tout... alors, cela dit, oui, pourquoi pas interdire la chirurgie esthétique. Alors, on va aller palper les seins aussi, parce que généralement, c'est ça qui va être important. Bon, donc on sent que Miss France, ça fait 3 semaines que vous nous faites le sujet Miss France. Donc, non, on sent que c'est un sujet... C'est la dérive, c'est la dérive. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Non, ça vous inspire pas. Si. François Monboise. Ah, on a des petits soucis de connexion ce matin. Il est devenu muet d'horreur. Parce que les trans... Oui, allez-y, non, François. Vous m'entendez pas? Oui, si, on vous entend. Ce qui me gêne beaucoup plus, c'est le sport, parce que les trans dans le sport féminin, c'est la fin du sport féminin. C'est-à-dire que des hommes qui se déclarent femmes, qui se mettent dans des compétitions féminines, malheureusement, battent toutes les femmes. Et ça, c'est un vrai sujet. Oui, non, mais c'est ce qui se passe en natation où il y a un homme qui est devenu femme et qui du coup est entrant en compétition avec des femmes. Donc évidemment, ça fausse un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que c'était chez nous qu'Alexia Laroche-Joubert l'a annoncé la semaine dernière et ça a bien buzzé comme on dit également. Alors François Monboise, on va passer à votre coup de cœur. Oui, c'était un coup de cœur, hommage à Laurent Bouvet, qui est décédé très jeune en fait d'une maladie de Charcot. Je crois qu'il n'avait pas à peine 50 ans. Un peu plus de 50 ans, oui. C'était un penseur de gauche qui a été un des premiers à alerter sur la dérive de la gauche avec le mouvement woke, avec le multiculturalisme à l'américaine en fait. Il a créé le Printemps républicain. Et il a été beaucoup plus encensé dans le Figaro, dans le Monde, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de gauche qui était d'une gauche laïque,
qui mettait mal à l'aise il a été vomi dans Télérama, enfin, toute une partie de la gauche le considérait comme un traître. Or, c'était quelqu'un qui a fait le printemps républicain avec Anne Hidalgo, avec Valls. Enfin, c'est la gauche laïque et républicaine face à la gauche multiculturelle. Il avait écrit un article très bien avec Marc Lilla. Marc Lilla, c'est un politiste américain qui alertait sur la dérive américaine du Parti démocrate, qui devient un parti mosaïque. Je crois que pendant les élections, la homepage du Parti démocrate, il fallait cliquer si on était black, une certaine case, si on était femme, si on était gay, etc. C'était pas un parti qui unifiait, mais qui s'adressait à des tas de communautés. Et Bouvet alertait sur ce danger en France qui est, à mon avis, en train d'arriver, et on en parlera dans la politique, qui est en train de faire très très mal à la gauche. Ouais, ça aurait pu être mon coup de gueule face moi je ne le connaissais pas, c'est lui donc qui a créé le Printemps républicain, j'ai vu tous les hommages qui lui ont été rendus, mais c'est vrai que c'était particulièrement dégueulasse les attaques dont il a été l'objet. Qu'on n'aime pas quelqu'un c'est une chose, mais qu'on l'attaque alors qu'il vient de mourir sur des opinions, c'était absolument lamentable, et en particulier un journaliste de Télérama qu'on peut citer, Samuel Gontier, qui a dit: je l'espérais, il est arrivé l'hommage de la droite non sectaire à la gauche non sectaire. C'est particulièrement dégueulasse, et il y a eu pas mal de réactions qui étaient particulièrement indignes, quoi qu'on puisse penser de l'homme. Je pense qu'il y a le temps du deuil, qu'il y a une forme de respect sur son parcours, sur ce qu'il a fait, sur cette maladie. Évidemment, on peut critiquer les gens, mais là, ça a été fait de façon dégueulasse. Pierre Jouvet, vous le connaissiez ? Oui, bien sûr. Je vous remercie, François Monboise, de rendre hommage à Laurent Bouvet, qui est effectivement, pour nous, un grand penseur de la gauche, un grand penseur de l'universalisme républicain, qui est au cœur de ce qu'on porte. En tout cas, moi, de la gauche à laquelle j'adhère, à laquelle je crois, cette gauche laïque, républicaine, qui porte des valeurs et qui est intransigeante sur un certain nombre de combats. Et Laurent faisait partie de ces consciences éveillées qui ont porté vraiment à la connaissance du plus grand public des larges causes, et sa pensée va nous manquer. Et moi, je rejoins ce que vous disiez, Valérie. J'ai vu un peu ce week-end les attaques sur Twitter absolument abjectes dont il a été victime après son décès. C'est absolument, c'est à vomir, quoi. Voilà. Mais c'est cette société qui rejette tout. On confond les idées, les hommes. Tout est mélangé. On est dans un espèce de mélange des genres qui est absolument à vomir. Voilà. Mais moi, ce matin, je pense à son épouse, à ses filles, et merci en tout cas d'avoir rendu ce coup de cœur à Laurent Bouvet. Et dire qu'il est attaqué comme ça parce qu'il est laïque et parce qu'il s'en prenait à l'islam politique. C'est aussi ça le fond des attaques qu'il y a eu contre lui. C'est ce qu'il faut dire. Est-ce que vous le connaissiez, Jean-Noël ? Je connaissais sa pensée, et je rejoins ce qui a été dit par ceux qui m'ont précédé. C'est une pensée qui était très originale, qui était précurseur, et qui a identifié des faillites auxquelles on est aujourd'hui confronté. Il y a cette question de l'islam politique que vous citez, dont on a bien vu avec les attentats tragiques et terribles que la France a subis, à quel point ces conséquences étaient lourdes pour la République et pour la démocratie française. Mais aussi, et ça rejoint d'une certaine manière le sujet qu'on abordait juste avant, cette espèce de tyrannie des minorités qui fait qu'on a de plus en plus de mal à reconnaître dans la majorité une règle simple qui nous permet de vivre ensemble. Et je crois que sa pensée nous restera, et que ça, au-delà de ce drame tout simplement humain de perdre quelqu'un si jeune, avec des enfants si jeunes, il y a cette pensée qui va rester et qui va continuer à éclairer le débat public, parce que on l'a vu hier, malgré les commentaires inadmissibles que vous citiez tout à l'heure, il y a quand même un hommage unanime qui va de la droite à la gauche républicaine, et qui montre que cette pensée, elle est bien là et qu'elle est partagée. Et on n'a jamais eu autant besoin de gens qui réfléchissent, qui pensent. C'est une époque très difficile. On a besoin de gens qui guident, qui ont une certaine neutralité dans leur pensée, parce que quand on réfléchit vraiment, il n'y a pas d'extrémisme. Mais au-delà de ça,
Évidemment, tout est abject, on vient de mourir, on attaque un homme, enfin, tout est abject, mais on ne devrait pas laisser passer ce genre de choses. Et je reviens juste une seconde, mais je pense que sur Twitter et les réseaux sociaux, il faut arrêter l'anonymat. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas laisser, ça va dégrader notre démocratie. Là il n'était pas anonyme, Samuel Gontier, le journaliste de Télérama, il n'était pas du tout anonyme. Il y a plein de gens qui n'étaient pas anonymes et qui l'ont... sur les réseaux sociaux, c'est horrible, oui. Alors ceux-là, il faut les laisser encore moins passer. Oui, pour aller dans... Enfin, Oui, François, vous vouliez dire, ajouter quelque chose ? Non, si on est Charlie, il faut laisser passer tout ce qui est dit. Non, je suis pas d'accord avec vous, c'est pas la même chose. Charlie, c'est de l'humour, c'est de la critique. On peut pas... Il y a effectivement des gens qui ont mis une couverture de Charlie où il y avait un pétainiste notoire qui était moqué dans un dessin satirique. C'est pas la même chose que les attaques qui ont été faites ce week-end. Je suis pas entièrement d'accord avec vous. Je trouve que c'est ignoble ce qui a été fait, mais ça a été fait de manière non anonyme et ça surprend pas de la part des gens qui lisaient ce journaliste de Télérama. Qui est toujours Est-ce que ça frise pas la diffamation ? Quand on insulte les gens, moi je trouve ça épouvantable. Voilà. Bon, il nous reste 1 minute. Je voulais juste moi avoir un coup de gueule. J'ai vu ça ce matin et ça va dans la poursuite un petit peu de ce qu'on évoquait sur la laïcité. Il y a un groupe qui s'appelle les hijabeuses, qui sont des femmes qui saisissent le Conseil d'État pour le droit de porter le voile dans le foot féminin. Et ça fait partie, encore une fois, de ces coups de boutoir pour essayer de faire vaciller la démocratie et la laïcité. C'est-à-dire que voilà, j'en parle, je ne devrais peut-être pas en parler, c'est un petit groupe minoritaire, néanmoins, qui saisit le Conseil d'État pour pouvoir porter le foulard pendant qu'elle joue au foot. Ces attaques incessantes contre la laïcité sont permanentes. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Vous en avez entendu parler ? Pardon ? Ça me paraît drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Non, mais jouer au foot, voilé, ça n'a pas de sens. J'avais pas entendu parler de ce groupuscule, mais c'est voilà. Ne lui en faisons pas plus de publicité que ce qu'elle en mérite. Et je pense qu'il faut rester ferme sur les digues, sur les valeurs, pour ne rien céder sur ces principes de laïcité qui sont trop acculés sur un certain nombre de points et par des pans entiers. Il faut se battre. Et c'est un vrai combat politique qui est à mener et sur lequel il ne faut rien céder et rien lâcher, parce que le moindre espace qui est lâché crée ensuite des fractures et des divisions qui sont extrêmement violentes et trop grandes dans la société. Et donc je pense qu'il faut revenir à ces principes fondamentaux qui sont les principes de la laïcité. Il ne faut jamais oublier, parce que certains veulent faire croire l'inverse, mais la laïcité, c'est quand même le plus beau symbole de respect de chacun. La laïcité, ça n'interdit rien. La laïcité, ce n'est pas un combat contre telle ou telle religion. La laïcité, c'est permettre à chacun de pouvoir exercer dans sa sphère intime sa religion, mais de ne pas l'imposer à la sphère publique. Et je pense que ce principe-là, il devrait être partagé par tous. Et moi, je suis tellement laïque au plus profond de moi-même que j'ai même parfois du mal à comprendre pourquoi tout ça est remis en cause en permanence dans cette société si moderne qu'est la société française, qui avait mis ces principes de laïcité, qui est au fondement même de la création de l'esprit laïque. Donc voilà, il faut combattre ça. Allez, on se retrouve dans un petit instant, Sophie, on se retrouve dans un petit instant, c'est l'heure du journal, il est bientôt 11h, à tout de suite. Et nous sommes avec vous en direct jusqu'à midi. On sera avec vous en direct toute la semaine pour les débats. Parlons vrai sur Sud Radio avec Jean-Noël Barrot, député MoDem des Yvelines, Pierre Jouvet, maire de Saint-Vallier dans la Drôme et porte-parole du PS, François Monboise, président de la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. François Monboise, j'ai vu votre petit tweet ironique à propos d'Emmanuel Grégoire, qui est premier adjoint à la mairie de Paris, qui est en charge, qui parle de la ville du quart d'heure et qui se plaint de ces entreprises qui s'installent pour livrer en moins de 10 minutes. Petit paradoxe que je partage avec vous. Oui, je m'occupe de sites internet, donc on est pas mal mis en cause sur ces quick commerce, ces dark stores. Moi, je prends pas position là-dessus. Je trouve que c'est un mouvement de la société de gens qui sont impatients, qui veulent absolument être livrés tout de suite, avoir des produits tout de suite. Et je trouve que c'est complètement cohérent avec le concept de la ville du quart d'heure. On fait tout dans le quart d'heure. Maintenant, qu'il faille légiférer sur le sujet, oui, sans doute. En particulier sur le statut social du coursier, c'est ce qui est en train d'être fait, c'est très bien. C'est pour ça que
Oui, si je peux abonder, oui, Jean-Noël Barrot. La promesse de la ville de quart d'heure, on n'y est pas vraiment, puisque à Paris, avec toutes les restrictions, avec tous les travaux pertinents ou non, on met globalement 2 ou 3 fois plus de temps qu'on le faisait auparavant pour accéder d'un point A à un point B. Donc c'est devenu quand même très très difficile de circuler dans Paris. Ça dépend comment on se déplace. Moi, je suis pas parisien, mais j'ai cru comprendre que si on se déplaçait en transport doux, c'était bien favorisé et plus rapide, que c'est sûr que si on allait se mettre dans une voiture dans les bouchons. Ouais. Je vous conseille la rue de Rivoli le soir à 19h30. Il n'y a pas un vélo et il y a un embouteillage de taxis. Et le doux, c'est bien, mais quand il pleut, qu'il fait froid, que vous êtes chargé, c'est pas toujours évident, ou que vous êtes âgé, ou que vous avez des enfants. Enfin bref, c'est pas adapté forcément à tout le monde. Et je vois régulièrement, bon, on va pas faire l'émission sur Paris et sur le transport, mais je pense que c'est la même chose dans toutes les villes. C'est-à-dire que les choix de vélos qui ont été faits sont pas toujours très adaptés non plus, souvent en panne, souvent pas chargé, etc., etc. Donc c'est bien, mais faut que ça fonctionne. Mais sur les commerces, moi je dois dire un mot, parce qu'il y a un énorme sujet sur les commerces parisiens qui sont en train de mourir, parce qu'ils étaient, ils tenaient avec les touristes étrangers qui n'ont plus malheureusement à cause du virus, les banlieusards qui ne viennent plus parce que c'est compliqué, et les Parisiens. Et les commerces parisiens, la plupart, sinon que les Parisiens, ils fermeront. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. Il y a des dizaines et dizaines de commerces, voire plus, qui sont en train de fermer à Paris. Ça se voit. Vous avez des blancs d'Espagne partout. Oui, ça se voit, absolument. Et on n'en parle pas tellement. Et bon, c'est pas un sujet. Il y a même eu des adjoints à la ville de Paris qui ont dit non, mais c'est pas un sujet. C'est-à-dire que je comprends. C'est un vrai sujet. C'est désespérant de voir effectivement les commerces fermés, mais d'un autre côté, c'est inéluctable le e-commerce. C'est facile, c'est pratique. Il va falloir que les commerçants, d'ailleurs, se renouvellent un peu, et sur le plan de l'accueil et sur le plan de la commande des produits. Enfin, il va falloir faire face. C'est pas que j'approuve, c'est que c'est inéluctable. Et puis il y a autre chose qui est très inquiétant, parce qu'à la base on parlait du quart d'heure. C'est le rapport au temps qui est également très difficile. On a une exigence d'instantanéité sur tout, d'où le succès d'ailleurs d'Internet, d'où Amazon. Et notre rapport au temps est fou. C'est la source du stress. On court toute la journée. On ne sait plus ce que c'est. On est désemparé lorsqu'on a un moment sans rien faire. C'est pour ça qu'on ne lit plus, on a de l'image immédiatement. Il faut, et je pense que ce rapport au temps est quelque chose sur lequel il faut vraiment réfléchir. Ah oui, il va falloir réfléchir, absolument. Sophie, on va passer au coup de cœur de Jean-Noël Barrot. Oui, c'est peut-être un petit peu de l'autopromo, mais on a voté avec l'Assemblée nationale la semaine dernière le dernier budget de la législature, donc du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et j'étais assez heureux de voir qu'un certain nombre de figures du monde de l'entreprise se sont exprimées vendredi dans les Échos. Je pense à Pierre Gattaz, ancien président du MEDEF, Patrick Bernasconi, l'ancien président du CESE, le président de CCI France, des chefs d'entreprise aussi du nouveau monde, si on peut dire, avec des licornes françaises, ces entreprises en très forte croissance, qui disent que sur la fiscalité, sur le marché du travail, sur la réponse à la crise, il y a quand même globalement un certain nombre de points de satisfaction. Et donc, c'était mon coup de cœur, cette tribune des chefs d'entreprise vendredi dernier dans les Échos. Oui, mais il y a toujours de la précarité, il y a toujours des gens à la rue. Enfin, moi, je vais faire l'oiseau un peu de mauvais augure, mais c'est vrai que évidemment, et puis la crise, tout n'est pas parfait. Non, absolument. Et d'ailleurs, le contexte sanitaire, avec une peut-être 6e vague qui s'annonce, crée aussi de l'incertitude. Avant de me connecter tout à l'heure, j'entendais que les marchés ce matin étaient fébriles. On peut également citer le fait que on a beaucoup d'entreprises un peu partout qui trouvent pas nécessairement de personnel. On peut citer aussi les conséquences de la crise pour le commerce dans le centre des grandes agglomérations, comme le disait François tout à l'heure, qui souffrent, et donc beaucoup de transformations qui vont évidemment faire des gagnants, des perdants qu'il faudra savoir accompagner. Absolument. Pierre Jouvet, vous aviez un coup de gueule. Alors, moi, je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou un coup de cœur, mais en tout cas, c'est un sujet dont on ne parle que trop peu dans les médias, et qui pourtant est tous les jours dans les conversations des habitants que je rencontre et qui viennent me voir. C'est la question de la désertification médicale et de l'accès aux soins. C'est un sujet qu'on voit arriver comme un drame, dans notre pays, et qu'on ne traite pas.
Dans les 10 ans qui viennent, un médecin généraliste sur deux va partir à la retraite. Aujourd'hui, on estime que 30 à 35% des Français n'ont plus de médecins traitants et plus de médecins généralistes. Et c'est un sujet où malheureusement on sait qu'il va y avoir des décisions très dures à prendre. Le gouvernement a essayé d'amener un certain nombre de mesures qui ont été votées, la fin du numerus clausus, mais qui prendra effet dans un très grand nombre d'années, on le sait, parce que c'est le temps de formation des médecins et c'est long. Et je pense qu'on va devoir prendre des décisions courageuses et fortes qui sont impopulaires, notamment chez les médecins, mais que moi je soutiens et que je voulais rappeler ce matin, c'est la régulation médicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que dans des zones entières du pays, dans les villes, dans des grandes villes, comme dans des territoires ruraux, il n'y a plus de médecins généralistes et que par contre, sur la Côte d'Azur, je le prends caricaturalement à souhait, mais à Nice ou à Biarritz, vous avez 4 fois plus de médecins généralistes que partout ailleurs en France. Et si on ne fait pas cette régulation médicale où on dit à des médecins, quand ils sont diplômés, qu'ils doivent aller s'installer pendant 2 ou 3 ans dans des territoires sous-dotés, on ne s'en sortira pas et on aura des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers de gens qui n'auront plus du tout d'accès aux soins dans quelques années. Et donc moi, je voulais remettre ce sujet sur la table parce que c'est un sujet qui m'inquiète vraiment. Et moi, je vous assure, chez moi, tous les gens m'en parlent tous les jours en me disant mon médecin va partir à la retraite, qu'est-ce qu'on fait? Alors on essaye, là j'ai ouvert moi un centre de santé intercommunal où les médecins sont salariés directement de la communauté de communes que je préside, ça marche. On aide à l'installation des jeunes médecins, on fait les gratuités de loyer pendant 1 an, on les aide à trouver du boulot pour leur conjoint ou leur conjointe, une maison, etc. On fait tout, sauf que on voit bien qu'il y a un refus aussi d'installation dans un certain nombre d'endroits et on le fait pour beaucoup de professions. Les kinés sont des professions régulées, les pharmaciens sont des professions qui sont très régulées et je pense qu'aujourd'hui on doit arriver avec ce débat dans la campagne présidentielle parce que c'est un débat majeur. Alors vous avez tout à fait raison, c'est un débat majeur que j'ai d'ailleurs traité, je l'ai évoqué dans le livre que j'ai écrit, La France en dessous, parce que c'est fondamental, mais dans les solutions, on est très embêté parce que je suis d'accord, mais réguler, vous aurez moins de médecins. Si vous dites à des jeunes qui vont être obligés de s'installer pendant 4-5 ans dans telle région, etc., vous risquez de les décourager. Donc il faut susciter des vocations. Ce numerus clausus, il devrait sauter encore plus vite. On devrait supprimer, d'ailleurs même dans les programmes, il y a beaucoup trop de maths. Il pourrait y avoir différents stades à ce niveau médical. Et on a, en France bien sûr, et donc c'est épouvantable parce qu'en plus, quand vous parlez de la désertification médicale, c'est également celle de nos villages, de nos petites villes, etc. Il y a des villages, mais déserts. Je vois en Vendée où je suis, où il n'y a plus rien. Il y a une épicerie vaguement. Et donc, il y a également, tout est lié à cette diversification médicale. C'est ça qui est terrible. Oui, François Monbois. Oui, moi je suis d'accord que c'est un vrai sujet qui est lié aussi à quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, qui est que les jeunes médecins acceptent moins de travailler 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Comme ils ne sont pas payés. Non, c'est pas une question de... Ils sont mal payés. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça la question. C'est une question de vie, absolument. Voilà, exactement. Que les médecins généralistes de 60 ans, qu'on a qui travaillent comme des fous. Mais c'est un vrai sujet. Moi, je pense qu'il faut obliger les jeunes médecins pendant 5 ans à être au service de la société et effectivement, il n'y a pas d'autre solution. Mais s'ils veulent pas, comment vous faites? Non, mais ça sera contractuel et puis c'est tout. Non. Et on le fait, vous savez qu'on le fait aujourd'hui, vous savez qu'on le fait déjà aujourd'hui, c'est la régulation pour les médecins, pour les jeunes boursiers. C'est-à-dire que les jeunes étudiants en médecine qui sont boursiers et qui acceptent une bourse remboursent le système de la bourse par un temps d'installation dans les territoires tendus pendant le temps nécessaire pour rembourser la bourse. Donc ça existe et ça n'a pas fait diminuer le nombre de médecins parce que ce que vient de dire Sophie de Menton, moi je l'entends régulièrement, y compris avec les syndicats de médecins. Ils disent si vous obligez, il y aura moins de médecins. C'est pas vrai. C'est pas une obligation d'installation. C'est pas une obligation d'installation qui va enlever une vocation centrale qui est celle de devenir médecin. Quand il y a une véritable vocation, je suis d'accord et on espère que c'est vrai. Mais il faut juste signaler quelque chose. C'est que la paupérisation des médecins, le médecin, le notaire, l'avocat, il y a 20 ans, gagnaient bien leur vie. Les médecins aujourd'hui partagent des cabinets, avec les études qu'ils font, les responsabilités qu'ils ont. Je suis désolée, ils devraient gagner bien plus que certains chefs d'entreprise, vous voyez, comme je suis. Mais je pense que
Jean-Noël Barrot. Oui, je pense que la solution est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que effectivement, on peut pas se satisfaire d'un système où l'installation, l'implantation se fait de manière non coordonnée, et donc il faut qu'il y ait un peu plus de directives, un peu plus d'orientation des médecins vers les territoires tendus, et qui sont pas toujours ce qu'on pense, puisque Pierre Jouvet rappelait à juste titre que, y compris dans les grandes agglomérations, y compris à Paris, on peut avoir des déserts médicaux qui créent énormément de frustration, puisque la santé se classe au premier rang des préoccupations des Français. Ensuite, il faut éviter le travers de rendre une profession qui un peu moins attractive, puisqu'on veut quand même attirer des médecins. Donc il y a le numerus clausus qui produira des effets dans un certain nombre d'années. Dans une dizaine d'années, ouais. Peut-être faut-il accompagner, puisqu'on va en débattre, je pense, dans le cadre de cette élection présidentielle, des mesures un peu plus directives, de mesures un peu plus incitatives pour ne pas décourager les gens, puisqu'on sait quand même que la pratique généraliste n'est plus le choix privilégié des étudiants en médecine. Donc il faut trouver une manière. Je crois que les centres de santé ont répondu quand ils ont réussi à être montés à certaines aspirations des médecins généralistes, celui d'être salarié, celui de pouvoir pratiquer en groupe. Donc il y a peut-être des choses à imaginer pour répondre aux aspirations des nouvelles générations de médecins, tout en assurant une présence équilibrée sur l'ensemble du territoire. Allez, on marque une pause, on se retrouve, Sophie, dans un tout petit instant, c'est l'heure de la pub, quelques instants, et on se retrouve avec vous sur Sud Radio. On va parler de ce pass sanitaire en entreprise. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faudrait l'exiger? Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Vous savez que la ministre Elisabeth Borne, ce matin, rencontre les partenaires sociaux en visioconférence pour en discuter. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct et on sera là avec vous toute la semaine encore. Faut-il imposer le pass sanitaire en entreprise? On en parle avec vous aujourd'hui et vous le savez, vous pouvez réagir au 0826 300 300. On est avec Jean-Noël Barrot, député MoDem des Yvelines, Pierre Jouvet, maire de Saint-Vallier dans la Drôme et porte-parole du PS, François Monboise, président de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et je rappelle votre livre, Sophie, La France sans dessus-dessous, qui est paru aux éditions Erol. Si vous reste des cadeaux à faire, je vous conseille de l'acheter. Voilà, parce que Sophie, vous relevez un certain nombre d'absurdités qui sont le fruit d'un état profond qu'il faudrait réformer, si je résume en quelques mots. Je vais vous donner la parole. Ce pass sanitaire en entreprise, vous êtes à la tête d'un mouvement patronal. Qu'en pensez-vous ? Justement, on rappelle qu'Elisabeth Borne en ce moment est en train de discuter avec les partenaires sociaux pour voir comment on pourrait mettre en place une telle mesure. Est-ce que ça vous semble possible? Ce sera discuté de toute façon à l'Assemblée. Mais vous en pensez quoi en tant que représentante d'une association patronale? Premièrement, je pense qu'Elisabeth Borne, comme d'habitude, consulte soi-disant les chefs d'entreprise longtemps après qu'elle ait pris sa décision. Je veux dire, c'est pas supportable. Bon. La deuxième chose, c'est que nous avons essayé, et justement, vous avez la gentillesse de parler de mon livre, je racontais tout ce qu'on a pu essayer depuis le début de la pandémie et qu'on nous interdisait. Tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire, et tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit. En gros, c'est ça. Donc, on est devant des incohérences parfaites. Maintenant, sur votre question, Valérie, je suis archi pour. Bien sûr que les chefs d'entreprise sont responsables de leurs salariés, qui pourraient d'ailleurs être attaqués, entre guillemets, par leurs salariés si on laissait se balader des gens pas vaccinés ou qui ont le Covid ou qui sont, etc. Dans notre entreprise, nous sommes responsables de la santé de tous. Donc, oui, je crois d'ailleurs, comme au départ, on nous a interdit de prendre leur température, c'est n'importe quoi. Maintenant, on va nous demander de contrôler leur passe sanitaire. La température, on continue à la prendre dans nos réunions. Quand il y a des réunions nombreuses, etc., il y a un thermomètre électronique à l'entrée. On nous a interdit les masques, on n'avait pas le droit d'en acheter pour nos salariés. On a interdit qu'on vienne vacciner dans nos entreprises. On a interdit les tests antigéniques alors qu'on avait des salles dans les grandes et moyennes entreprises réservées à ça pour les tests antigéniques. Donc, ce qui est insupportable, c'est l'incohérence de ces injonctions. Et mais vous, ça ne vous gênerait pas en tant que chef d'entreprise? Parce que j'ai entendu des patrons qui disaient mais c'est pas à nous de faire ce boulot, comment on va organiser ça, François Monboise? Moi j'ai compris un truc, je finis juste ma phrase, François, c'est que j'ai compris un truc, c'est que de toute façon, l'entrepreneur,
c'est lui qui fait tout et il a toutes les responsabilités. La réponse est oui, j'accepte volontiers de demander à mes salariés s'ils ont un pass. Et s'ils n'en ont pas, eh ben, ils restent chez eux, ils sont en télétravail. Oui, c'est mon devoir, je crois même que c'est mon devoir de le faire. Mais ça n'engage pas tout le mouvement, c'est ma opinion. François Monboise. D'abord, c'est un débat mondial. Hein. J'ai lu, je suis dans la tribune, qu'aux États-Unis, Biden a posé le problème de la vaccination obligatoire dans les entreprises. Donc, le monde entier est face à ces virus. C'est pour ça qu'il y a des tâtonnements. Moi, je pense que je fais confiance a priori au gouvernement, pas parce que c'est ce gouvernement-là. Je serai à Londres, je ferai confiance a priori au gouvernement pour essayer de trouver des solutions. Mais il faut en discuter avec les entreprises. C'est pas la même chose de contrôler dans une grosse boîte où il y a quelqu'un à l'accueil, je sais pas, comme Sud Radio, ou dans une boulangerie où ils sont 3, quoi. C'est pas la même chose du tout. Il faut peut-être commencer par les grosses boîtes, etc. Oui, peut-être commencer par les grosses, je sais pas. Humainement, c'est pas simple quand c'est une autre. Moi, je crois que la boulangerie est plus facile que la grosse. Hein. Ça dépend. Si vous avez un employé qui est farouchement anti-vax et qui refuse, qu'est-ce qu'il fait, le boulanger? Ça va être ça le problème. Ça va être les 5 à 10% de gens qui sont têtus comme des bourriques et qui veulent pas se vacciner. Ça va être ça. On est plus dans la raison. Il va falloir faire une loi. Je pense que pour les grosses entreprises, en gros, c'est faisable, beaucoup plus que pour les petites, mais il reste le cas. Qu'est-ce qu'on fait face à un salarié qui dit non, je ne me vaccine pas, je refuse de me vacciner? Ouais. On essaie de le convaincre. Voilà. Oui, parce que je crois que d'un point de vue légal, c'est assez compliqué. La santé étant, a priori... Qui paye les congés en clair aussi, hein, désolé, mais qui paye les congés? Comment ça se passe? C'est pas simple. Non, télétravail. Enfin, pour la boulangerie, c'est pas possible. Mais... Non, Pierre Jouvet, cette décision, cette annonce, Moi, ma position est assez simple. Moi, je suis favorable à la vaccination obligatoire de Moi aussi. les Français. Donc en fait, à un moment donné, je pense que on n'aura pas le choix que d'en passer par là. Petit à petit, d'ailleurs, je vois bien les évolutions, y compris sémantiques, de la part des ministres sur le sujet. On passe au pass vaccinal et le ministre Olivier Véran disait lui-même bah oui c'est une vaccination obligatoire déguisée. Bon, moi je crois qu'on doit en passer par là. Aujourd'hui, on s'aperçoit bien que la complexité de laisser, et je partage entièrement ce que disait François Monboise à l'instant, la complexité de laisser le contrôle interne à l'entreprise est très complexe. La réalité, c'est que l'obligation vaccinale, comment elle se fait? Elle se produit par votre numéro de carte de sécu. Et qu'à partir du moment où vous avez un numéro de carte de sécu, on a un suivi qui peut dire si vous êtes vacciné ou pas vacciné. Si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes en contrainte et vous êtes relancé par la sécu et vous êtes de fait dans l'obligation de vous vacciner. On a un sujet sur la vaccination mondiale. Il y a le sujet aux États-Unis, mais il y a tout le sujet sur la vaccination au sud de l'hémisphère. Et on doit aussi amplifier ce schéma vaccinal partout dans le monde, parce que sinon on aura en permanence des variants qui arriveront. Parce que d'où viennent les variants? Les variants viennent du fait que dans des pays très peu vaccinés, on a une reproduction du virus beaucoup plus rapide et qui ensuite se propage dans le monde entier. Donc on doit arriver, nous dans les pays du Nord, les pays du Nord, à avoir une vaccination obligatoire. Moi je pense qu'on doit y venir. Et ensuite amplifier la vaccination dans le reste du monde. Et je crois que c'est que par là qu'on se sortira de cette crise. Oui, Jean-Noël Barrot. Oui, et sur ce dernier point, ça suppose évidemment que les pays du Nord, les pays riches, donnent un petit coup de main évidemment aux pays du Sud, et la France a donné 2 doses par Français aux pays du Sud pour que cette vaccination puisse se faire ailleurs qu'en France également, même si c'est évidemment ça suppose un effort global, pas seulement celui de la France. Moi, sur ces mesures, sur le principe que l'on parle de du pass sanitaire en entreprise ou du pass vaccinal dont on entend parler depuis hier, j'y suis évidemment favorable, parce que je regarde à nos frontières, je vois que les Pays-Bas, je vois que le Danemark, à quelques jours des fêtes de Noël prennent des décisions de reconfinement. Et je me dis que c'est évidemment une privation de liberté qui est infiniment supérieure à ce qu'on est. Oui. Ah, on vous a perdu, Jean-Noël. Je ne sais pas. On va y revenir de toute façon. On marque une petite pause et vous pouvez évidemment réagir à 0826 300 300. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire tester? Est-ce que vous êtes favorable à un pass sanitaire en entreprise? À tout de suite sur Sud Radio.
Et nos débats aujourd'hui, évidemment, sont marqués par le Covid. Vous évoquiez, je ne sais pas, je crois que c'est Jean-Noël Barrot qui évoquait tous les pays autour de nous qui sont en train de prendre des mesures assez drastiques. C'est vrai que la France se distingue, l'Espagne également, qui semble pour l'instant plutôt préservée. C'est vrai que ça pose un certain nombre de questions politiques dans les décisions que va devoir prendre Emmanuel Macron. Toujours sur ce pass sanitaire en entreprise, ça pose quand même beaucoup de questions sur le secret médical, de questions légales également. Que se passe-t-il si une personne ne veut pas le présenter? Est-ce que ça a des chances d'être voté au Parlement? Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. C'est Jean-Noël Barrot qui était en train de parler. Ça a coupé tout à l'heure. Oui, simplement, je pense que, en attendant peut-être des questions des auditeurs, je pense qu'il y a vraiment une majorité de Français qui considèrent aujourd'hui que pour continuer à pouvoir travailler, pouvoir aller au restaurant, pouvoir aller au cinéma et tout simplement passer des fêtes de fin d'année de manière à peu près normale, il est important que les restrictions se durcissent sur celles et ceux qui ne jouent pas le jeu et qui se refusent encore à se vacciner, par exemple, alors qu'on a désormais, je crois, je pouvais entendre les inquiétudes au tout début de certaines et de certains qui disaient on n'a pas suffisamment de recul, mais aujourd'hui on a des vaccins qui ont été administrés des milliards de fois sur la planète. On a certes on commence à avoir plus d'1 an de recul sur la vaccination. Je crois que l'essentiel des inquiétudes ont été levées et qu'il faut désormais se vacciner. Alors, si vous permettez, il y a effectivement toutes les questions juridiques que je ne manque pas les questions juridiques que je ne manque pas de me poser. Mais au-delà de ça, demander aux chefs d'entreprise de vérifier si ses salariés sont vaccinés me paraît normal. Et il faudrait ne pas uniquement s'axer sur les textes. Il faudrait que on convainc dans les entreprises, les collègues aussi. Il y a une question de responsabilité individuelle. C'est le boulot dans une entreprise, c'est une petite équipe. Alors évidemment, il y a toutes les tailles d'entreprises qui peuvent jouer, mais il y a des équipes. On doit le savoir, on doit essayer de convaincre les gens. On peut même faire venir dans les grandes entreprises des médecins qui expliquent ce qu'il en est. Il y a des faux bruits qui courent sur ce vaccin. J'entendais qu'il y avait des jeunes filles qui expliquaient qu'elles n'avaient plus leurs règles et qu'elles pourraient pas être enceintes après. Enfin, il y a des aberrations. Je pense que oui, c'est le boulot de l'entreprise qui fait partie de la vie d'exiger la façon, on verra après dans les modalités, mais le chef d'entreprise, oui, doit... Je pense qu'on arrive au noyau dur des gens qui ne veulent pas être vaccinés. J'interroge des médecins assez régulièrement, des réanimateurs qui me racontent avoir aujourd'hui, malgré tout en réanimation, 8 patients sur 10 qui ne sont pas vaccinés, les deux autres étant des gens avec des comorbidités. Il arrive effectivement que des gens vaccinés passent au travers et soient en réanimation, mais c'est relativement rare. Et ces gens non vaccinés, certains continuent à nier jusqu'au bout et d'autres disent mais moi j'ai pas voulu me faire vacciner parce que mon petit neveu de 22 ans est mort après avoir été vacciné. Donc le médecin lui pose la question en lui disant mais il y a eu une autopsie, qu'est-ce qui s'est passé? Et là silence radio, il y a pas d'explication. Non mais il y a pas de preuve, il y a pas aujourd'hui de gens en réanimation à cause du vaccin et la preuve, la corrélation entre les deux, elle n'a pour l'instant pas été faite. Donc je le vois sur la réaction de nos auditeurs que je respecte tout à fait, qui nous accusent de faire de l'intoxication, d'être au service du gouvernement, des laboratoires, etc., etc. Et cela, on ne les convaincra pas. De toute façon, là, on le voit, Valérie. Enfin, dans les centres de vaccination, moi que je peux visiter, les médecins avec lesquels je parle me disent tous la même chose. Il n'y a quasiment plus de primo-vaccinés qui arrivent dans les centres de vaccination. Non. Donc là, maintenant, on est au noyau le plus dur de la frange des Français qui ne veulent pas se vacciner. Alors, les uns et les autres ont des raisons qui peuvent se justifier, s'expliquer. Moi, j'entends beaucoup, notamment, et je pense que là, j'en profite pour lancer cet appel, je pense que le gouvernement aurait peut-être un peu de pédagogie plus importante à faire, notamment pour les jeunes femmes. Je rencontre beaucoup de jeunes femmes qui me disent je ne me fais pas vacciner parce que je veux tomber enceinte et j'ai peur, j'ai pas de recul, il n'y a pas d'explication suffisamment importante donnée là-dessus. Olivier Véran l'avait un peu fait il y a quelques mois. Je pense que la communication devrait peut-être être refaite là-dessus, notamment pour ce public cible jeune-là, qui n'est pas de l'antivax, mais qui est une réelle crainte, notamment,
pense que, mais sinon, là après on est sur la frange la plus dure et sans obligation, on n'arrivera pas à modifier quoi que ce soit. Hein. Bah si, il y a un auditeur qui dit tous les jours vous chantez la même chose, nous dit Yves, vous verrez quand il y aura des autopsies s'il y en a un jour. Parce que donc Yves, vous estimez que c'est un complot mondial, qu'on ne fait pas d'autopsie de gens qui meurent pour ne pas dire qu'ils sont morts du vaccin. Enfin, je pense que voilà, on convaincra effectivement pas ces gens-là. Maintenant, le gouvernement semble passer à la phase supérieure. Il y a cette idée donc de passe vaccinal en entreprise, de présenter un pass sanitaire. Ce matin, Philippe Martinez disait que estimer un pass à tous les salariés revient à une obligation vaccinale. Et oui, le gouvernement ne s'en cache pas. Aujourd'hui, ce pass sanitaire, c'est ce qu'a annoncé Jean Castex. L'exécutif, c'est Gabriel Attal, espère le mettre en place fin janvier dans les lieux recevant du public, mais pas pour les salariés pour le moment. C'est ce qui a été dit. Visiblement, ça a changé après. Mais c'est vrai que le pass vaccinal était une forme déguisée d'obligation vaccinale. Donc on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut obliger les gens à se vacciner ? On peut les convaincre, oui, il y a obligé, mais on peut aussi faire le boulot. Et il y a quand même des gens qui se laissent convaincre. Et je pense qu'on peut y arriver. Il ne faut pas désespérer de ça en disant c'est vrai, il y a un noyau dur, mais on peut y arriver et il faut absolument essayer. Et quant à l'obligation, ben oui, comme la variole, comme énormément de vaccins, ben on va y arriver, il faut obliger. Alors, juste, je voudrais répondre à un auditeur qui me dit que quand Berkoff n'est pas là, c'est du grand n'importe quoi. Je vous signale qu'André Berkoff est vacciné et qu'il l'a dit lui-même. Donc voilà, André Berkoff est vacciné, comme beaucoup de gens sont vaccinés aujourd'hui. Donc soyons clairs sur les choses. Beaucoup des leaders anti-vax sont vaccinés sans le dire. Enfin, c'était le cas de Dupont-Aignan qui avait été coincé par un journaliste qui a dit « Mais si vous êtes allé en Italie, c'est bien que vous avez produit un document à l'aéroport dont vous êtes vacciné. » En fait, il allait à une manif anti-vax en étant vacciné. Mélenchon dit la même chose aux Antilles. C'est quand même un peu honteux ce qu'il est en train de dire aux Antilles. Je ne sais pas si vous avez entendu, il a dit un médecin m'a dit qu'il y avait peut-être un lien entre le chlordécone et les conséquences du vaccin. Un médecin m'a dit ça, et donc il donne raison aux gens qui ont peur. C'est honteux ce qu'il est en train de faire. Tout à fait. Et lui est vacciné aussi. Hein. Oui, il est vacciné, on l'a vu se faire vacciner. Pierre Jouvet. Voilà. Ah non, mais je partage exactement ce que dit François. Ce qui est en train de faire Mélenchon depuis ce week-end dans son déplacement aux Antilles sur la question de la vaccination, c'est une honte absolue. Il joue avec le feu, il se décrète pseudo-épidémiologiste, il raconte n'importe quoi en haranguant les foules. Moi, j'ai vu passer des vidéos sur Twitter de l'une de ses porte-paroles, je crois que c'était une députée LFI qui l'accompagnait, je sais plus. Mathilde Panot, qui a harangué la foule en disant que si demain ils arrivaient au pouvoir, ils supprimeraient tout ça, le pass vaccinal, le pass sanitaire, etc. Mais tout ça n'a aucun sens quand on se déplace aux Antilles, qu'on sait que c'est le territoire français qui est le moins vacciné, qu'on sait que c'est le territoire français où il y a encore le plus de gens en réanimation parce qu'ils sont touchés par le Covid. Aller jouer avec une boîte d'allumettes au-dessus d'une poudrière comme le fait Jean-Luc Mélenchon par simple effet populiste, c'est inadmissible pour un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Inadmissible. Jean-Noël Barrot. Oui, je sais pas si on peut dire qu'il est un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Et il se veut comme ça. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il voudrait, c'est la manière dont il voudrait apparaître. Et effectivement, sur tout cet épisode, du début de la crise sanitaire jusqu'à aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été à la hauteur de responsabilité d'un leader de parti politique. Et c'est vrai que de le voir venir instrumentaliser ainsi les inquiétudes et les peurs dans les territoires d'outre-mer, c'est proprement scandaleux. Je veux simplement revenir sur cette question d'obligation. C'est vrai que passer du pass sanitaire au pass vaccinal, c'est une obligation déguisée, mais ça n'est pas une obligation. C'est simplement dire vous êtes vacciné, vous avez accès aux lieux de socialisation, aux lieux de travail, etc. Vous n'êtes pas vacciné, c'est votre choix. L'État ne va pas venir chez vous vacciner par la force, mais en revanche, eh bien, vous êtes privé je dirais, tous les bénéfices de la collectivité. Et ça me paraît n'être que justice, et je crois que c'est la bonne décision aujourd'hui. La France fait un petit peu cavalier seul face à ses voisins européens en misant tout sur la vaccination. Est-ce que c'est la bonne décision? Et là, on voit que Emmanuel Macron va prendre des mesures, va prendre des décisions qui risquent de peser sur la suite, évidemment,
la suite de la vie de ce début d'année et sur la campagne, évidemment. Là, c'est peut-être l'aspect politique qui est intéressant, François Monboisse. Ouais, moi, je fais confiance. Je me dis que Emmanuel Macron, il n'a pas derrière lui des visées électoralistes, mais il essaie de faire ce qui est le mieux avec le moral des gens. On aurait dit aux gens, on reconfine tout le monde à une semaine de Noël. Enfin, l'effet sur le moral des gens aurait été terrible. Il y aurait peut-être eu des manifestations. Enfin, c'est les pays du Nord hein, qui prennent des mesures très sévères. C'est Grande-Bretagne, Danemark, Pays-Bas, Italie, Espagne, Sud, ça va un peu mieux pour l'instant. Donc je pense tant qu'on peut ne pas confiner, c'est bien de ne pas le faire, franchement. Hein, c'est l'horreur. La question se posera, est-ce qu'on confine ceux qui ne sont pas vaccinés seulement? Ils le seront de fait, puisqu'ils n'auront pas accès. Oui, d'accord, mais on pourrait imaginer qu'on ne va que ceux qui ne sont pas vaccinés soient confinés seulement. C'est l'Autriche qui l'avait fait un peu, je crois. Oui, l'Autriche a essayé un peu. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps. Pour aller dans le sens de François Monboisse, quand on a eu les épisodes de confinement, ce qui s'est produit dans les hôpitaux, alors même que les services de réanimation étaient débordés, c'est que vous avez eu dans les services de psychiatrie et en particulier de pédopsychiatrie des tensions extraordinaires. Non, mais ça a des conséquences psychosociales énormes. Et qui sont énormes. Et de la même manière qu'on a décidé, contrairement à beaucoup d'autres pays, de maintenir les écoles ouvertes, il y avait là aussi un objectif qui était de ne pas sacrifier une génération d'enfants, puisque ça ne se voit pas tout de suite, mais ça a des conséquences sur le très long terme. Donc il faut à tout prix éviter les fermetures, et donc il faut faire le maximum avec la vaccination pour éviter d'en venir à ce genre de décision. En complément, ce que je crois aussi, c'est qu'en complément de la vaccination et du travail important qui est mené sur la vaccination et de ce qui va être porté, je pense qu'il faut réouvrir plus largement la question des tests et des tests PCR, notamment dans la période là de tension dans laquelle on est. Je crois qu'il serait utile et nécessaire dans le mois qui vient de rendre à nouveau les tests PCR gratuits pour permettre à chacun de pouvoir se tester abondamment et éviter d'avoir des surplus explosifs de taux de contamination. Je crois que ça, c'est un arsenal à mettre en œuvre en même temps que le pass vaccinal qui arrivera dans quelques semaines. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que quand il y avait les tests, ils ont profité pour ne pas se vacciner. Il y a beaucoup de gens qui disaient... C'est pour ça qu'il faut lier les deux. Lier les deux, oui. Alors, sachant que de toute façon, en plus, un test, il est valable 48 heures. Hein. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est une fortune pour la France. Ça me paraît inenvisageable. Je crois par contre que le gouvernement devrait communiquer ce qu'ils ont fait pendant un temps, tous les jours, sur le nombre d'hospitalisés vaccinés, non vaccinés, le nombre de décès vaccinés, non vaccinés. Absolument. Faut vraiment qu'ils l'avaient fait un petit peu, c'était visible sur l'appli Stop Anti-Covid, et on a arrêté de le faire. Je pense qu'il faut le matraquer, ça. Les 3/4 des gens en hospitalisation sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Mais vous savez que beaucoup de gens ne vous croient pas, ne croient pas ces chiffres-là. Ils disent que c'est faux. Il y a énormément de désinformations qui circulent, mais ce sont hélas les chiffres effectivement. Aujourd'hui, 7 personnes sur 10 qui sont en réanimation ne sont pas vaccinées. On va marquer une petite pause et on va se retrouver dans un instant et on va parler de Christiane Taubira. On va changer de sujet. À tout de suite. On est ensemble avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi en direct avec Jean-Noël Barrot, Pierre Jouvet, Sophie de Menton et François Monboisse. Alors, Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, peut-elle rassembler la gauche ou au contraire renforcer les divisions? Elle avait annoncé une annonce. Elle avait déclaré qu'elle donnait rendez-vous vendredi pour faire une annonce. Cette annonce a été de dire rendez-vous au mois de janvier. C'est une sorte de ballon d'essai. On l'a un petit peu évoqué vendredi, premier déplacement en Seine-Saint-Denis samedi, qui était pour le moins étrange, où on lui posait la question de savoir ce qu'elle pensait des décisions prises par le gouvernement en matière de vaccination et où elle répondait: je n'ai pas compris la question parce que
un petit peu gênée aux entournures, puisqu'elle avait dit, elle, qu'elle n'était pas, enfin, elle n'avait pas encouragé à la vaccination en Guyane. Après, elle a été un petit peu plus claire dans la journée. Yannick Jadot, lui, ne veut pas en entendre parler. Il dit: Christiane rejoint les écologistes. Mélenchon, battez-vous entre vous et laissez-moi tranquille. On ne gagne pas les élections sur un non. Il y a 1500 élus locaux de gauche qui la soutiennent et qui appellent à cette candidature unique. Alors, Pierre Jouvet, peut-être, je vais me tourner vers vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette non-annonce de Christiane Taubira vendredi dernier? Moi, par principe, je ne crois pas à la candidature d'un homme ou d'une femme providentielle. Je pense que ça n'existe pas. Ce que je crois, par contre, c'est à la nécessité de faire converger des projets communs et collectifs. Et quand on voit aujourd'hui la proximité qui peut exister d'un point de vue idéologique entre ce que peut porter Yannick Jadot, ce que peut porter Anne Hidalgo, même sur certains principes, ce que porte Fabien Roussel, je mets de côté Jean-Luc Mélenchon, je crois nécessaire un point et un élément central. La gauche n'a jamais été aussi faible en intention de vote à quelques mois d'une élection présidentielle. Et en même temps, elle n'a jamais été autant dispersée dès le premier tour d'une élection présidentielle. Donc en fait, maintenant, on fait comme on veut. Soit on se dit qu'on veut soit Emmanuel Macron pour un deuxième mandat, soit Valérie Pécresse pour un premier mandat, soit Marine Le Pen pour un premier mandat pour la France, soit on se dit que la voie de gauche et écologiste qu'on veut porter, elle doit trouver un espace politique. Si on veut qu'elle trouve un espace politique, il y a une seule nécessité, c'est de se rassembler. Donc nous, avec Anne Hidalgo, on a fait une proposition qui est une proposition simple. Réunissons-nous autour d'une primaire, débattons pendant le mois de janvier pour amener nos propositions, chacun avec son projet pour la France. Faisons trancher les électeurs de gauche, les sympathisants de gauche dans un processus de primaire et allons à la présidentielle avec un candidat unique de la gauche et des écologistes pour celles et ceux qui veulent gouverner ensemble. Soit on fait ça. Il y a des différences considérables entre les écologistes et Anne Hidalgo. Lesquelles? Donc c'est. Lesquelles? Je pense qu'il y a des considérations en particulier écologiques. Il y a des choses qui paraissent pas très conciliables. Mais vous ne pensez pas qu'il y avait des différences fondamentales entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti? Moi, je crois que les différences sont moins importantes que les convergences entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste sur le projet. Donc aujourd'hui, nous, on a un projet sur lequel on travaille. D'ailleurs, toute la semaine, Anne Hidalgo finalise avec les experts le projet qu'elle présentera aux Français. Présentons nos projets et nos propositions pour les Français, débattons-en et on verra quelles sont les différences. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a moins de différences que ce que nous avons de convergence. Et moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de désespérer les Françaises et les Français sincèrement de gauche qui nous disent « vous faites n'importe quoi ». Et vous n'êtes pas capable de travailler ensemble pour proposer un projet commun pour la France. Donc travaillons ce projet commun, débattons, tranchons dans une primaire et ayons un candidat unique. Que Yannick Jadot, que Fabien Roussel, maintenant Christiane Taubira, aient le courage de s'inscrire dans cette primaire qu'a proposée Anne Hidalgo. Jean-Noël Barrot. Oui, on voit qu'il y a quand même des points d'achoppement, mais c'est vrai qu'il y en avait aussi entre les différentes candidatures à droite. Mais sur la question du nucléaire, par exemple, sur la question de la laïcité, sur les sujets qu'on évoquait au tout début de l'émission, et puis puisqu'on évoquait il y a quelques instants Christiane Taubira sur les questions sanitaires et de vaccination, on voit bien quand même qu'il y a des points de vue qui sont difficiles à réconcilier. Et une très forte division, y compris même au sein de certaines formations de cette gauche un peu éclatée. Je pense aux écologistes notamment, où on voit bien que entre Madame Rousseau et Monsieur Jadot, même si la primaire à trancher, de justesse, mais à la trancher, il y a des avis qui sont parfois divergents. Donc, pour la gauche, le temps presse, puisqu'on arrive, après les fêtes, à quelques semaines, à une quinzaine de semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, et les avis restent très divergents entre les différentes formations. Mais vous savez, moi, j'ai adhéré au Parti Socialiste. J'aime à rappeler ça parce que les choses vont vite. Moi, quand j'ai adhéré au Parti Socialiste, il y avait d'un côté Jean-Luc Mélenchon, même Gérard Filoche, et de l'autre Dominique Strauss-Kahn. Et je vous garantis qu'au sein même du Parti Socialiste, il pouvait y avoir des divergences de fond qui existaient. C'est pour ça qu'il a éclaté. Mais ça a toujours été le cœur de la gauche, d'être en capacité d'agréger ces différences d'approche de la gauche qui sont des différences d'approche aussi de nos électeurs.
pour en faire un projet commun et un projet partagé. Est-ce que vous pensez qu'Anne Hidalgo aurait fait cette proposition si elle n'avait pas été à 4% dans les sondages? Mais peut-être pas, mais en tout cas, peut-être qu'elle ne l'aurait pas faite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elle l'a fait, elle est la seule à la porter. Et quand on voit la différence dans les sondages entre Anne Hidalgo et Yannick Jadot, franchement, Yannick Jadot, il pense sincèrement qu'il va changer le monde, changer la France, sauver le climat en étant sondé à 7% d'intention de vote. C'est irresponsable. Ces femmes et ces hommes de gauche qui n'ont qu'un rêve dans leur vie, être candidats à l'élection présidentielle, sans se préoccuper de savoir pourquoi on fait ça, pour qui on fait ça, pour qui on se bat et qu'est-ce qu'on porte pour les Français, sont irresponsables. Et moi, je leur dis ce matin, je le dis à Jadot, je le dis à Roussel, je le dis à Taubira, mettons-nous autour de la table, tranchons dans une primaire et arrêtons ce cinéma qui désespère les gens, les gens. François Monbois. Alors attendez, je voudrais que François réagisse, puis après Sophie. Moi, j'ai peur que ça soit... Enfin, c'est vrai, mais j'ai peur que ça soit trop tard. C'est vrai qu'il faut se mettre d'accord sur un programme avant de savoir qui va le porter, mais j'ai peur que ce soit trop tard. Les trains sont partis, hein, le train Jadot et le train Mélenchon, ils sont partis avec des gens motivés, enfin, pour pousser leurs candidats. J'ai peur qu'à 3 mois, parce que là on est à 3 mois de la campagne, ce soit trop tard. Il fallait travailler avant, au programme commun. Sophie? Oui, je dis que cette discussion est surréaliste parce qu'on est en train de parler d'opinions qui devraient se rejoindre, agréger les positions sur tel ou tel sujet. Enfin, on sait parfaitement qu'en campagne électorale, ce qui est dit n'a aucune importance. Généralement, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il faut quand ils sont au pouvoir. Donc, c'est pas que je sois anti-politique, mais je suis un peu désespérée. Je suis un peu désespérée parce que de la réalité du fait de gouverner, des décisions qu'il faudrait prendre, des blocages qui existent dans nos administrations et dans notre pays, je veux dire, c'est pas des discours de bistrot. On en est là maintenant. Les meetings, on raconte n'importe quoi pour essayer d'avoir telle catégorie. Quand on parle d'un candidat, c'est le cas pour tout le monde. Oui, sauf que là, c'est vrai. Sauf que là, objectivement, les primaires à droite ont été un peu corrects sur le sujet. Ils sont débrouillés pour remonter et rehausser leur image. Mais quand on voit qu'il y a des candidats qui misent, les écolos, lesquels? La primaire écolo a été très bien. Hein. Il y a eu des débats, ça s'est très bien passé. Les hommes déconstruits, là, oui, c'est ça, oui, c'était bien, oui. Je ne sais pas si ça. Oui, enfin, c'est tellement loin des gens. Et ça manque tellement de bon sens qu'on a besoin aujourd'hui de se recentrer sur des discours simples, sur la faisabilité de dire la vérité aux gens. Et cette quête des voix permanentes, en prenant des créneaux, et on a quand même Mélenchon qui prend le créneau des antivax, enfin on rêve. Donc je suis très inquiète. Je voudrais qu'on parle il nous reste 1 minute, mais Christiane Taubira, vous pensez qu'elle ira, cette espèce de non-annonce, de dire je suis en train de réfléchir à y aller, c'est quoi? Comment vous l'avez compris, cette espèce de soit elle se déclare, soit elle se déclare pas, mais de dire rendez-vous en janvier, ça rime à quoi? Soit elle se déclare pour essayer de porter un processus de rassemblement et pour amener les autres à la primaire, soit sinon ça n'a pas d'intérêt et ça rajoute une candidature supplémentaire. Donc moi je le redis, mettons ce sujet de la primaire et faisons trancher d'ici la fin janvier les sympathisants de gauche. Et je pense que c'est pas trop tard. Et on a vu des primaires sortir des candidats fin janvier. Les projets aujourd'hui sont arrêtés, discutés. Donc je pense que les Français sont pas autant dedans que nous sur l'élection présidentielle. Il faut aussi reprendre ce recul-là. Et le vrai débat présidentiel, il commencera de toute façon quand le président de la République sera déclaré candidat. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Il ne faut pas oublier ça non plus. Ouais. Merci à tous les 4. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve demain et on sera en direct toujours pour débattre et commenter l'actualité. À demain.